On attend quelques minutes que Victor revienne les éloges. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour cette rencontre en regard de Limbo.
en présence de Antonio de Almeida Mendes, qui est donc historien, maître de conférence à l'Université de Nantes et chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS. Il est notamment membre fondateur du Centre international de recherche sur les esclavages et l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, à laquelle vous avez participé, une chronologie illustrée de l'esclavage qui est paru aux éditions des Arènes en 2019. Et en présence également du metteur en scène et de l'auteur de ce spectacle, de l'acteur, Victor de Oliveira, né au Mozambique, formé à Lisbonne ainsi qu'à Paris. Vous êtes aujourd'hui chargé de cours aussi également à l'Institut d'études théâtrales de l'Université Sorbonne Nouvelle à Paris. On a pu vous voir à la colline dans de nombreux spectacles, assez récemment dans ceux de Wajim Wawad notamment, Tous des oiseaux en 2017, repris en 2018 et puis qui est parti en tournée en France. Et donc l'auteur de ce nouveau spectacle, Limbo. Alors peut-être pour commencer très directement, ce serait ma première question, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de cette histoire familiale, sur la trace de cette histoire familiale? Oui. À nouveau, bonsoir. En fait, cette histoire familiale, comme souvent dans les histoires, c'est qu'à un moment donné, elles prennent forme, en tout cas quand on s'y intéresse et quand on a un parcours un petit peu tumultueux, on va dire comme ça, comme le mien, à un moment donné, il y a quelque chose qui est derrière et qui nous accompagne. Donc, très précisément, par rapport à l'idée de dire il faut absolument que je mette ça, que j'essaie de voir comment je peux parler de ça sur un plateau. C'était une conversation avec mon père, dont on voit un petit peu là. Et face à ces arguments et dans cette discussion qu'on a eue il y a déjà quelques années, il y a eu quelque chose qui m'a semblé, dans ce qu'il disait et dans la façon comment je le regardais, tellement représentatif de l'histoire de la colonisation, de l'histoire du métissage, de l'histoire du déracinement, que du coup, il y avait quelque chose où je me suis dit, voilà, ça, je pense que si je trouve le bon angle d'attaque, je peux en faire quelque chose. Après, il y avait autre chose aussi, c'était que je voulais absolument le créer au Portugal, je voulais absolument le créer à Lisbonne, parce que il n'y avait, quand je l'ai décidé de le faire, il n'y avait jamais vraiment eu de paroles artistiques, en tout cas sur un plateau, autour de ces personnes-là. Parce que, et quand je dis personnes-là, évidemment, je parle de tous les gens de la famille et que ce soit de Mozambique, Angola, enfin toutes les anciennes colonies portugaises, il n'y avait pas cette parole-là. Donc, depuis quelque temps, au Portugal, on parle un peu plus de la colonisation. Depuis quelque temps, on parle un peu plus du discernement. On parle de l'histoire du métissage et de la façon comment ce que les Portugais ont appelé la lusophonie ou le lusotropicalisme pour édulcorer un peu cette façon de coloniser. On parle un petit peu de façon un peu plus objective, disons comme ça, sans vouloir justement faire des cérémonies pour les découvertes ou avec un autre regard. C'est vrai que depuis quelque temps, ça se fait un peu plus, mais sur le plateau, en tout cas, de la façon dont je voulais en parler, il n'y avait pas vraiment eu cette parole-là. Et je pense que c'est aussi grâce à ça, parce que c'est pour la première fois en parler, que voilà, le spectacle a été reconnu par la Société portugaise d'auteurs, qui est l'équivalent de la SACD en France, pour le texte et pour le spectacle, parce que tout d'un coup, voilà, il y avait une parole, il y avait une autre parole, et on voyait quelque chose, et on parlait de ces parcours-là, qui évidemment que je connais bien, mais que beaucoup de Portugais connaissent de voir, mais qui ne connaissent pas vraiment. Donc c'est ce moment-là précis. Et ensuite, évidemment, il y a tout un chemin pour arriver à Limbo. C'est un spectacle qui a été créé en portugais, que vous avez traduit vous-même en français. Comment il s'est transformé dans ce chemin-là? C'était vraiment pas facile, en fait. J'avais déjà fait 2-3 traductions, par exemple, du portugais vers le français, mais en fait, c'est extrêmement différent de traduire le texte de quelqu'un d'autre et de traduire son propre texte, d'autant plus avec des mots qui sont les siens, et une grande difficulté, c'était de faire mon père parler français, parce qu'il ne parle pas un mot de français, à la limite, merci, bon, bonjour, mais ça s'arrête là. Donc, comment trouver
une rythmique, parce que mon père, même si ça fait très longtemps qu'il vit au Portugal, c'est toujours un homme africain, un homme mozambicain qui parle avec un accent mozambicain en portugais, toujours. C'est-à-dire qu'il commence les mots et tout le monde comprend d'où il vient. Donc, comment trouver cette langue, cette musique, cette musicalité de la langue qu'il a en français sans tomber dans les caricatures des Africains francophones qui parlent français avec un accent francophone, parce que c'est pas exactement la même chose. Donc, il a fallu que je travaille et sur la traduction pour être sûr, parce qu'en plus, mon père, il a des phrases et des expressions qu'il n'y a que lui qui utilise. Donc, c'est pour ça que, en Portugal, les gens, parfois, ils sont un peu comme ça. Et ensuite, ils comprennent ce qu'il veut dire, mais il n'y a que lui qui utilise. Donc, comment trouver les mots, comment trouver les expressions, comment trouver les tics de langage sans tomber dans les caricatures et que ça soit lui, que par exemple les gens qui le connaissent puissent le voir parler en français et reconnaître sa musique. Voilà, il y a tout un travail qui était aussi lié à la traduction et ensuite au travail d'acteur, enfin comment je fais pour donner cette chose-là. Et ça, oui, a été extrêmement difficile. Et ensuite, il fallait quand même l'adapter un petit peu. Ça veut dire qu'au Portugal, quand je parle du nom du grand poète portugais, donc Luís Vaz de Camões, tout le monde sait très bien de qui on parle. Évidemment, ici, ce n'est pas le cas. Donc, il fallait l'adapter pour faire comprendre de quoi on parle. Donc, essayer de donner comme ça quelques clés pour que les gens comprennent comment il va loin, quand même, dans le lien à ces grands auteurs de la littérature portugaise. Et voilà, des toutes petites choses comme ça pour que les gens puissent suivre au mieux. Antonio, vous suivez le travail de Victor depuis longtemps. Alors, quel est le regard de l'historien, spécialiste de l'esclavage, fin connaisseur du Portugal, et puis qui partage une partie de l'histoire de Victor sur ce spectacle? Oui, donc un spectacle formidable. Alors, peut-être trois dimensions. Il y a celle du spectateur, hein, et donc ce que suscite cette émotion de cette vie que l'on raconte, et puis il y a celle de celui qui est né en 1970 sous la dictature au Portugal, et donc on aurait pu aussi se rencontrer de l'autre côté continental, et celui de l'historien qui est là pour replacer une vie dans le cours de l'histoire, comment l'histoire s'entrechoque avec des vies. Et donc ce spectacle, il a ces trois dimensions, et je trouve ça formidable. Ce qu'il nous raconte d'abord, c'est comment on peut vivre une vie dans sa normalité, qui est celle du Père. Une vie qui va de la mort jusqu'à la naissance, et c'est ça cette normalité, comment cette vie, à un moment donné, on la sort de sa normalité. Puisque cette vie, alors dans une société comme la société coloniale portugaise, elle a été dictée par le temps chrétien. Elle s'étend de la naissance à la mort, et ces vies, elles ont vocation à rester anonymes. Et puis après, il y a ces vies qui rencontrent l'histoire, l'histoire, qui sont ces grands événements, qui sont le colonialisme, l'esclavage, viennent à bout d'un moment se confronter à ces vies et faire de ces vies qui ne sont pas des vies comme les autres et qui sortent de leur cours. Et ça, on voit très très bien, je crois, ces dimensions dans ce spectacle. Donc quelqu'un, donc le père, qui est resté enfermé dans ce cours normal de la vie, qui est cette vie qui suit son cours normal, malgré ses péripéties, ses bonheurs et ses malheurs. Et c'est ça une vie. Et ensuite, cette vie qui est confrontée à l'histoire, qui est l'histoire dramatique du XXe siècle, et donc l'histoire qui est devenue l'histoire de l'esclavagisme, et comment on passe de l'esclavage à l'esclavage est une structure fondamentale de cette société. Comment l'histoire coloniale, et le terme colonial, ça veut dire quoi au départ? C'est le colon, c'est celui qui va peupler. Au départ, c'est ce terme-là, et l'étymologie, et nous les historiens, c'est ce que j'ai dit à mes étudiants, qu'est-ce que c'est que le travail de l'histoire? L'historien, c'est penser le lexique et comment les mots sont construits dans un cadre politique. Comment les mots, sortis de leur contexte, veulent dire autre chose. Et donc là, on voit très très bien qu'est-ce que c'est que l'empire tel qu'il se construit au XVe et XVIe siècle, et cette idéologie, au départ, c'est déplacer des gens pour aller peupler des espaces qui sont censés être vides. C'est cette idée-là. Coloniale, c'est on peuple des espaces vides, alors vides sur le plan politique, parce que peuplés par des gens sans histoire. Et comment, au cours du siècle, du XVe siècle, ça acquiert un autre discours. Dès qu'on met le isme
à colonial, ça veut dire autre chose. C'est une structure, un imaginaire qui va classer les gens. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est mettre des gens en ordre, parce que le monde a horreur du désordre. Alors pourquoi on crée des races? Pourquoi on crée tout ce discours? C'est qu'on a besoin, au bout d'un moment, de faire sortir des gens de l'invisibilité. Hein. On a peur de l'invisible, on a peur de tout ce qui est désordre. Et donc on invente alors un système de pensée qui va hiérarchiser sur alors, des critères qui évoluent. Hein, selon le temps. Pendant très longtemps, ça n'a pas été la couleur, ça devient la couleur au XXe siècle. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je crois qu'il y a ces trois dimensions dans ce spectacle. Une dimension qui est celle du spectateur, avec ses émotions que l'on ressent, à ses vies, qui sont des vies, pas juste des généalogies, mais des vies qui se vivent. Voilà, celle de celui qui est moi, qui est né au XXe siècle, au Portugal, qui est né en un temps où il y avait une colonie, et des colonies, et mon père a fait les guerres coloniales, et moi j'ai toujours entendu dire, voilà, j'allais à l'école, et le Portugal, c'était pas juste la petite métropole, mais c'était l'Empire. Et on apprenait que le Portugal était un grand pays parce qu'il y avait cet empire derrière qu'on allait civiliser. Et puis voilà, celui de l'historien qui essaye toujours d'expliquer à des jeunes et à des moins jeunes comment on en est arrivé là, comment ça peut être possible, toutes ces horreurs qui s'accumulent les uns après les autres, et comment c'est possible, c'est toujours ces questions-là. Le pourquoi, on le connaît, hein. Le pourquoi, c'est des dates, une chronologie, et le comment, c'est ce qui est toujours le plus difficile, comment on en arrive là. Victor, au début du spectacle, vous citez le philosophe Achille Mbembe, disant que être né quelque part est une affaire d'accident, et puis vous tracez derrière une généalogie, vous tentez une généalogie qui finalement se brouille. Alors voilà ma question, c'est finalement quand on part comme ça sur la trace de sa propre histoire, de son histoire familiale, est-ce que la question de l'identité se précise ou est-ce qu'elle se brouille plutôt? Très bonne question. J'ai peur, j'ai craint de ne pas avoir une réponse encore. Elle se précise un petit peu parce que, c'est-à-dire qu'évidemment, heureusement, que l'enfant qui était cet enfant-là de 8 ans et qui tout d'un coup est complètement perdu, et même après l'adolescent, etc., je l'ai laissé un petit peu de côté, donc il a fait son chemin et les choses sont un peu plus précises. Ça veut dire qu'il arrive et il se place, et il se nomme et il se montre dans toute sa multiplicité, avec toutes ces choses qu'il y a derrière lui. Et ça, voilà, après, il y a même des choses que je ne connais pas encore, mais les choses, elles sont posées et elles sont là. Tandis qu'évidemment, pour l'enfant et pour l'adolescent, c'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Et il y a voilà, des petites histoires dans Limbo qui montrent cette complexité de l'identité. Mais aujourd'hui, oui, il y a des choses qui sont un peu plus claires, même si, évidemment, il y a encore des choses que je ne sais pas forcément, mais qui ne sont pas un problème, qui sont des choses qui sont là et qui nous accompagnent. D'ailleurs, donc à la fin, quand je cite Vernon, il y a cette chose-là de pouvoir... Le philosophe et historien Jean-Pierre Vernon. C'est de pouvoir, absolument, et de pouvoir faire son chemin avec ces questions-là, qui n'ont pas toujours des réponses, et que ça ne soit pas des pièges, que ce ne soit pas difficile, mais que ça soit quelque chose qui nous accompagne, avec laquelle on avance, et on avance avec ça. Et que, donc, mais cette chose de l'identité, donc oui, il y a toute une multiplicité. Donc il y a un grand auteur mozambicain qui s'appelle Mia Couto, qui dit au Mozambique, tout le monde a des identités multiples. Et c'est pas que Mozambique, je pense, partout, vraiment. Donc, et cette chose-là, c'est vrai que dans un monde où depuis quelque temps, on a l'impression que par moments on s'enferme de plus en plus, on veut nous enfermer de plus en plus, c'est important de garder, de ne pas oublier tout ça qui sont, toutes ces choses qui sont là, qui ont été là avant nous et qui nous accompagnent. Donc, dans la multiplicité d'origines que chacun et chacune de nous a. Antonio, Victor le montre, l'identité est plurielle et pourtant il y a une forme d'instrumentalisation aujourd'hui assez courante de l'identité
qu'on a qualifié parfois de national. Est-ce que vous pourriez retracer en historien, brièvement, quelle est l'acceptation, la conception qu'on avait de l'identité, et notamment au Portugal, qui est un pays qui a forgé ses frontières assez tôt, et donc une idée de l'État-nation aussi assez tôt. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, rapidement. Alors, le mot identité, alors, quand on est historien, pendant très longtemps, il ne posait pas de problème particulier. Voilà, il y a eu tout un tas d'ouvrages qui ont été publiés sur la pensée métisse. Je pense à des anthropologues qui réfléchissaient beaucoup en termes d'identité, sans qu'il y ait cette, peut-être voilà, une connotation associée, qui était aujourd'hui voilà, une connotation de repli sur soi. Pendant très longtemps, on a réfléchi plutôt en termes de circulation, ce qu'on appelait un peu l'histoire globale, l'histoire des métissages, qui était quelque chose alors plutôt de valoriser. Hein. Donc c'est maintenant, alors nous les historiens, avec ces mots, racine, identité, métis, voilà, on a un petit peu plus de mal, parce que derrière, il y a toute une idéologie qui s'est greffée là-dessus, qui est plutôt une idéologie du repli. Et ça, voilà, c'est aussi propre à certaines historiographies. Donc au Portugal, oui, on continue encore à parler pas mal de ces questions de métissage, puisque il y a ces deux versants. Il y a une historiographie qui insiste beaucoup sur les crimes. Hein. On entre voilà, dans une histoire qui est plutôt une histoire où il faut reconnaître la part de violence et de brutalité qui est propre à toute histoire. Et il y a toujours voilà, un autre courant historiographique qui insiste beaucoup sur l'ouverture au monde. Donc on est toujours confronté voilà, à ces deux tendances. Le fait est que cette histoire, elle est née aussi d'une rencontre, mais une rencontre violente. Alors, selon les traditions historiographiques, on insiste beaucoup plutôt sur la dimension rencontre qui a permis de créer des nouvelles cultures, amener le jazz, amener voilà, des langues qu'on appelle créoles. Et donc tout ça, c'est un produit hein, de ce qu'on peut appeler la première mondialisation. Et de l'autre côté, voilà, il y a cette part hein, sombre hein, qui pendant très longtemps a été oubliée et passée sous silence, qui est derrière ces nouvelles cultures qui naissent, elles reposent sur des crimes, elles reposent sur des millions hein, de morts et sur des violences qui sont aujourd'hui qui doivent être reconnues. Donc voilà, on est toujours alors confronté, en fonction des historiographies, à ces deux hein, des histoires qui s'entrechoquent. Une histoire voilà, qui, au Portugal, hein, l'identité, elle commence en partie avec les grandes découvertes. Y compris le mot grande découverte aujourd'hui pose problème. En France, voilà, on n'aurait plus de cours de grande découverte. J'ai enseigné l'histoire, c'est voilà, les grandes découvertes, on n'appelle plus ça les grandes découvertes. Mais au Portugal, il y a encore des cours. Comment est-ce qu'on les nomme? Hein? Oui, voilà, les découvertes au Portugal, mais voilà, en France, on a des cours qui s'appellent la première mondialisation. Voilà, on a changé ça par première mondialisation. Ça ne change rien, mais c'est le terme découverte. Le terme découverte, ce qui veut dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire la découverte? C'est dire, voilà, il y a celui qui a été découvert. Et la grande difficulté, c'est que celui qui a été découvert, pendant très longtemps, il n'a pas eu le droit à la parole. Alors, c'est une sorte d'euphémisme, mais pour essayer de construire quelque chose de plus global, où, dans cette histoire, quand on dit mondialisation, on intègre d'autres chronologies. On part du principe que, par exemple, l'Afrique avait une histoire avant l'arrivée des Européens. Et ça, maintenant, voilà, c'est intégré dans les livres d'histoire. On ne commence pas en disant, en 1492, on découvre les Amériques. On commence en disant, il y avait les Incas, les Aztèques, avant. Et ça, je crois, ça change tout. Ça n'efface pas les crimes, mais ça change cette complexité qu'on veut donner à l'histoire. Et maintenant, on entre dans d'autres phases, hein, qui est aussi, clairement, cette histoire, pendant très longtemps, elle s'est écrite depuis l'Occident, et maintenant, elle s'écrit aussi hein, depuis le continent africain. Et je vois ça voilà, comme quelque chose, alors, on construit pièce par pièce. On vient complexifier une histoire qui, au départ, était une histoire plutôt linéaire, en disant, voilà, tout commence là, et tout finit là. Et maintenant, voilà, c'est une histoire où on intègre des dimensions locales, toute cette complexité, voilà, qui fait que cette histoire, au bout d'un moment, elle devient plus compréhensible dans toute sa complexité. Voilà, voilà, je pense que les mots sont importants. C'est-à-dire qu'enlever découverte et changer ça par mondialisation veut dire que c'est mondial et que c'est pas juste l'Europe qui découvre le monde. Vous parliez de l'importance des mots. Je crois que d'ailleurs le mot créole et créolisation est d'origine portugaise, si je ne me trompe pas, et qu'il a été popularisé ensuite par Édouard Glissant, mais qu'il a une étymologie portugaise.
Oui, comme beaucoup de mots, ouais. Les mots avant de devenir... Peut-être c'était un peu de répondre, non? Oui, comme de beaucoup de mots, avant d'acquérir une charge, une dimension alors politique et autre. Donc les mots, ils ont un sens qui est un sens qui est celui concret. Hein. Créole, ça veut dire créole, c'est celui qui est né là-bas. C'était pour dire aujourd'hui ce qu'on appellerait les gens nés outre-mer. Donc créole, hein, criade, là. Alors, ce qui intéressait quoi des Portugais de la deuxième génération qui s'étaient métissés. Et alors, pourquoi on les appelait les criolles? Parce qu'ils avaient acquis un accent, parce que les habitudes alimentaires se changeaient, parce que, y compris, voilà, quand on émigre et qu'on est un colon, quand on émigre je sais pas, en Asie, le climat n'est pas le même, donc on ne s'habille plus pareil. Donc, on ne mange plus pareil. Donc, ça tenait compte de cette évolution hein, qui était née de ce déplacement. Ensuite, bon, les mots acquièrent une dimension qui peut être en fonction des périodes historiques, qui peut être péjorative, dépréciative. Si on attache à créole une catégorie de couleur, donc de race, ça devient un terme dépréciatif qui est plus juste un terme culturel et géographique. Voilà comment les mots sont là, mais les mots évoluent parce qu'on leur donne une valeur qui est une valeur en fonction de l'idéologie du temps. On le voit d'ailleurs avec deux exemples que vous citez dans le spectacle. Ce journaliste, alors, Antonio disait que c'était entré dans les cours d'histoire, maintenant qu'on ne parlait plus des grandes découvertes, manifestement, parmi les journalistes, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et puis votre père, qui manque de vous appeler Arras. Est-ce que d'abord, c'est des histoires qui vous sont réellement arrivées Oui, pardon, c'est vrai. Oui, l'une et l'autre. C'est-à-dire que, évidemment, cette histoire de Louis Wald Camões de Oliveira, évidemment, j'ai vraiment passé une enfance. Après, il disait ça comme ça, et quand je lui ai dit, mais c'est pas possible, et qu'il se marre, et cette histoire, par exemple, du gouvernement portugais, ça a vraiment à voir avec un homme qui, il faut voir, donc maintenant, ce monsieur, il a 90 ans, et c'est vraiment une autre génération, et c'est vraiment une façon de regarder la colonisation et de ne pas oublier, et c'est ça, j'essaie vraiment de le faire, d'oublier qu'il est né dans les années 30, comme je l'ai dit, en pleine période donc, de la colonisation portugaise, c'était un métis, donc, et ce qui est extrême, et le drame, et la tragédie est intime dans le sens où c'est un homme qui avait plus de droits que sa mère, parce que sa mère était noire, et moins de droits que son père, parce que son père était blanc. Comment on grandit dans un cheminement comme celui-là? Comment on grandit donc mon père et ma mère ont fait un petit peu de leur éducation jusqu'en CM2, jusqu'au primaire. C'était dans des écoles de prêtres, tout simplement parce que mon grand-père est mort, mon grand-père portugais est mort quand mon père était très jeune, et ensuite, comme ils étaient 8, c'était le seul moyen qu'ils aient une éducation, parce qu'il n'y avait pas d'école pour les métis. Donc, du coup, il y avait ces écoles-là qui étaient pour les métis, et là, ils pouvaient être éduqués gratuitement. Donc, c'était comme des séminaires, sauf qu'évidemment, aucun de mes oncles n'est devenu prêtre, mais voilà, c'était une façon et être à chaque fois dans ces entre-deux, et être éduqué pendant toute une bonne partie de sa vie, parce qu'il est parti du Mozambique, il avait presque 50 ans, en croyant qu'il y a vraiment une hiérarchie, que vraiment, donc, les Noirs ont moins de droits parce que les Noirs sont ci et ça, donc choses avec lesquelles il a grandi, avec lesquelles on lui a mis, et on peut parler de brainstorming, enfin de l'avance, parce que c'est vraiment, c'était comme ça, il fallait être éduqué comme ça. Donc, comment, à un moment donné, on s'en sort là-dedans? Comment on s'en sort? Comment on regarde le monde autrement? Et comment, quand on est face à ses enfants, qui lui renvoient un petit peu toutes ces choses-là, comment on fait? On fait comme il fait, voilà, il passe à autre chose, parce que c'est trop dur, et parce que c'est trop difficile, et que c'est très dur, et que sinon on s'effondre. Parce que quand à un moment donné, on se rend compte, en fait, une bonne partie de notre vie a été un mensonge. Et quand il dit, à un moment donné, dans l'audio, je dis, mais moi j'avais une belle vie, et quand quelqu'un dit, mais ta belle vie était juste un mensonge, et tu te rends compte sur quoi elle était basée, comment on fait pour l'accepter, pour se rendre compte, et pour l'accepter? Donc il y a, oui, beaucoup de déni, mais ce déni peut-être existe parce que sinon on s'effondre. Il doit y avoir de ça, il me semble.
L'accepte-t-il? Et puis autre question, est-ce que des membres de votre famille ont vu le spectacle et qu'en ont-ils pensé? Oui, oui, en fait, oui, mon frère, ma sœur, ils l'ont vu, donc ils étaient très, très touchés. Il n'y a pas que mon frère, ma sœur, parce que quand on l'a joué à Lisbonne, il y avait vraiment toute la communauté des anciennes colonies, donc angolais, mozambicains évidemment, capverdiens, guinéens, Santomé, il n'y en a pas beaucoup, mais parce que tout d'un coup on parlait, parce qu'on parlait, on n'en parle pas beaucoup, depuis quelques années on en parle un peu, mais on en parle en fait de ceux qu'on appelle les afrodescendants, c'est-à-dire donc, qui sont nés déjà au Portugal, mes neveux, etc. Mais ceux qui sont là depuis bien longtemps et qui ont été dans l'ombre pendant toutes ces années, en fait, il n'y a pas vraiment il y a très 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 peu de choses, on ne les voit pas en fait, il n'y a pas de vague, donc, et même aujourd'hui, après Black Lives Matter, au Portugal, il y a beaucoup plus de groupes, de gens, donc d'afro-descendants qui se disent non, il faut arrêter, il y a ça, mais en fait c'est essentiel, ça vient essentiellement des jeunes qui sont déjà nés au Portugal, donc leur père, leur grand-mère, etc. Et tout ça, ça les ressemble. Voilà, et il y a toujours cette chose, comme à un moment donné je montre, de ne pas faire de vagues, de ne pas. Donc, ce rapport à l'autre, comment dire ça, qui est un rapport quand même un peu assez. Voilà, de la tête baissée, de peur, qui est tellement fui, tellement ancré. Donc, voilà, et ça fait, c'est des années de colonisation, c'est tout. Donc je pense que c'est là depuis très 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 longtemps et qu'à un moment donné, extrêmement difficile de se séparer, extrêmement difficile de ne plus être là-dedans et de contrer ça. Donc oui, mais par contre, mon père n'est pas venu. Ma sœur lui a interdit de venir parce que je pense qu'elle a très peur. Elle a peur que ça lui fasse trop de mal ou que ça soit trop d'émotions, quelque chose comme ça. Mais par contre, des amis à lui sont venus, des amis de sa génération. Et là, c'était un choc. Des gens qui ne vont jamais au théâtre. Et là, c'était un choc parce que tout d'un coup, il y a toute une vie, en fait. C'est pour ça que c'est important et c'est pour ça aussi que je suis très heureux de le faire à Paris, en France, parce que pour voir comment les gens entendent ces histoires qui sont très loin d'eux, et en même temps comment ça résonne autrement, et que ça ne c'est pas simplement une histoire des Mozambicains ou des anciennes colonies et du Portugal, que ça va bien au-delà juste des Noirs, des Blancs, ça va au-delà. C'est vraiment, j'aurais dit, cette chose de l'altérité, de comment on reconnaît l'autre, comment on le regarde et comment on l'accepte, et on le regarde dans toute sa diversité, dans tout ce qu'il est, il, elle est, tout simplement, avec tout le bagage que cette personne qui est face à moi a, avec toute la différence que cette personne qui est face à moi a. Donc comment on fait? Victor le dit dans le spectacle, c'est bien connu depuis longtemps, depuis les années 70 au moins. Claude Lévi-Strauss fait une conférence à l'UNESCO, Race et Culture, Race et Histoire, puis Race et Culture, quelques années après, montrant que le racisme est une absurdité biologique, montrant les effets de la culture qui développe une forme de racisme, et pourtant, on peut supprimer la race, la notion de race, mais le racisme demeure. Alors comment est-ce qu'on manie cette notion-là quand on est historien? Vous me disiez que vous aviez de la précaution, par exemple, vis-à-vis du terme racisé. Comment est-ce qu'on fait pour parler d'une réalité, d'un phénomène, sans l'essentialiser? Difficile en quelques minutes. Hein. Alors, les races n'existent pas, donc ça c'est un fait historique, mais la race a une histoire. Ce qui veut dire que le mot est toujours là et on a voulu à un moment donné l'enlever de la Constitution. On s'est rendu compte qu'il fallait le garder parce qu'il avait une histoire qui voulait dire quelque chose. Alors, oui, race aujourd'hui pose problème parce que voilà, c'est un phénomène qui se prolonge dans le temps présent. Hein. Race donne racisme. Mais si on remonte dans le temps, y compris dans le temps portugais colonial, pendant très longtemps, on a eu d'autres mots pour dire race. Et quand on disait race, ça voulait dire sang. On disait la race noble, race. Ce qui voulait dire, c'était le sang qui coule, puisqu'on était dans des sociétés et on partait du principe qu'on avait des qualités que l'on transmettait à ses descendants. D'où cette image quand on dit, voilà, tu ressembles à ton père. Quand on dit ressemble à ton père, c'est pas une question de se regarder dans le miroir, c'est-à-dire que tu transmets des qualités
qui sont des qualités de ton sang à tes enfants. Quand on dit, voilà, tu as une bonne humeur et tes enfants auront aussi une bonne humeur, c'est qu'on était dans des sociétés, on partait du principe que ce qui coulait dans le sang, ça faisait partie de sa race. Et c'était calqué sur la race noble, les qualités, qui étaient le courage, la bravoure, et on transmettait ces qualités à ses descendants. Donc l'idéologie de la race, elle vient là, de quelque part, en disant, voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui se transmet par des qualités. Et ce qui voulait dire alors que ceux qui n'avaient pas de sang noble étaient dépourvus de race, donc ils faisaient partie de ceux qui n'avaient pas de qualité, les sans rien, hein, qui étaient là pour travailler, élaborer, parce qu'ils n'étaient pas dotés de qualité. Et donc ensuite, le mot évolue, hein. Chez les latins, on disait, voilà, la race c'était les gens, c'est ceux qui faisaient partie de la communauté, donc ceux qui avaient des qualités pour exercer le politique. Voilà, le sens change radicalement à partir du XVIIIe siècle. On va lui associer des qualités qui sont liées alors à du biologique. Le biologique, c'est ce qui se voit, donc la couleur, une origine ethnique. Et donc là, on change de dimension. On n'est plus dans des histoires qui c'est des histoires culturelles, hein, quelque chose qui s'acquiert, mais une donnée, quelque chose qui est donné pour toujours par le biologique. Et donc là, on est, oui, dans cette histoire extrêmement complexe avec laquelle on s'élève aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, on a beau toujours dire que les races n'existent pas, et ça a été prouvé. Le mot est toujours là pour classer, pour ordonner, et donc ça a produit tout un discours, hein, qui sont des discours et des imaginaires dont on a du mal à se défaire. Et voilà, alors, on aura beau supprimer le mot, ce qui est extrêmement difficile, c'est de remplacer les imaginaires, parce que ça a produit des sociétés hiérarchisées, des sociétés où les gens sont classés, plus seulement en fonction de leurs compétences, mais ils sont classés en fonction de leurs origines. Donc voilà, cette histoire, elle se prolonge dans le temps présent, puisque on est sorti du colonialisme, hein, il y a eu des révolutions qui ont donné lieu à des nations indépendantes, mais les discours qui ont été hérités de ces sociétés coloniales hiérarchisées sont toujours extrêmement présents. Ils sont présents, voilà, pas seulement dans les anciens États coloniaux, qui sont aussi présents dans les anciennes sociétés coloniales, qui ont, d'une certaine façon, alors reproduit ces mêmes discours hiérarchisés, ou y compris le terme métis. Hein, au départ, voilà, le terme métis, quand il apparaît au XVIe siècle, c'est quelque chose qui est plutôt positif. Voilà, le métissage, c'est quelque chose qui alors, renvoie à l'ouverture, à la rencontre, et qui est devenu ensuite un terme extrêmement péjoratif sous le colonialisme, ce qui veut dire, voilà, le terme mulâtre, hein, qui vient métis, ça veut dire l'enfant au départ illégitime, le bâtard, celui dont on ne connaît pas les parents, et qui ensuite, voilà, est devenu un terme étroitement associé à la couleur. La couleur de métis, c'est celui qui est dans une forme d'entre-deux, et qui renvoie là aux descendants d'esclaves. Quand on est mulâtre, à partir du XVIIe siècle, on est forcément descendant de celui qui a été un esclave. Donc voilà comment les sociétés et les mots, alors on aura beau enlever les mots, mais les imaginaires sont toujours là parce qu'ils renvoient à des structures. Il y a d'ailleurs un anthropologue qui s'appelle Jean-Luc Bognol qui, dans La couleur comme maléfice, parle de la frénésie des nuances, pensant notamment au Brésil où il y aurait une centaine de mots pour décrire avec précision la couleur de peau, et il se pose la question de savoir si on n'est pas là en train de reproduire le problème. Pour conclure, parce que le temps file malheureusement, ce sera la question que je vais vous adresser à tous les deux, de savoir, alors on citait tout à l'heure Achille Mbembe en début de spectacle et en début de cette rencontre, je citerai la fin de la critique de la raison nègre, donc qu'il a écrit. Il dit « Du coup, il n'y a plus ni noir ni blanc, il n'y a plus qu'un monde enfin débarrassé du fardeau de la race et dont chacun devient l'héritier. » Alors c'était ma question, est-ce que quand on raconte une histoire, on parvient à se débarrasser de ce fardeau? Peut-être, Victor, pour commencer. Encore une question difficile, parce que je dirais qu'on est sur le chemin, parce que en fait le fardeau il est pas tant, il ne vient pas tant de nous-mêmes, il vient en fait de la société dans laquelle on est et du regard que l'autre pose sur nous. En fait, donc c'est comment nous, en tant que société, c'est pas moi, Victor, c'est nous en tant que société, encore une fois, comment on dépasse cette histoire de la race puisqu'elle n'existe pas. Donc, par contre, oui, on a tous une pigmentation différente, on a tous, donc, dans ma famille, c'est-à-dire que si je vous mets mes enfants plus mes neveux, ils ont tous des teints différents, mais vraiment. Donc, vraiment. Donc, alors, si on
se débarrasse de ça et qu'on est ce qu'on est à l'endroit où on est, oui, donc on va au-delà. Par contre, oui, on est malheureusement encore dans un endroit, à une époque où on est sans cesse ramené à ce que les gens voient, à ce que les gens croient voir, à ce que les gens disent, à ce que les gens posent sur celui qui est en face. Et ça, oui, ça, nous, on n'y peut rien. Je pense à ça parce que la fin du spectacle, vous dites je sors des limbes, et je crois qu'au début, dans l'écriture, il y avait j'entre dans les limbes. Alors, comment s'est joué ce chemin-là? Est-ce que finalement, quand on écrit, on entre dans les limbes pour les explorer, et quand on les joue, quand on joue le spectacle, on en sort? Il y a sûrement un chemin, donc parce que ça a pris beaucoup de temps hein, pour arriver jusqu'à cette forme qui est celle que vous avez vue ce soir. Donc, et même cette forme-là que je présente maintenant à Paris, qui a commencé en 2021 au Portugal, et avec laquelle je suis en tournée depuis, elle évolue en fait. À chaque fois que je reprends, je revois le texte, je revois des choses, il y a toujours des petites choses. Et comme vous dites, c'est-à-dire que pour retravailler pour la présentation à la colline, je revois le texte et tout d'un coup il y a cette chose, je dis mais attends, mais pourquoi je dis entrer dans les limbes? Non, c'est sortir des limbes, c'est depuis le début, et ça m'est apparu comme quelque chose de tellement évident que je n'avais pas vu au début. C'est cette chose-là que parfois on voit, ou si on sont là, mais sauf qu'on les voit pas, et tout d'un coup, paf, le mien arrive et on se dit mais attends, mais comment se fait-il que je ne me suis pas rendu compte de ça? Ça, c'est le travail qui continue à être fait, et le chemin qu'on continue à faire, le chemin qu'on traverse toujours. Antonio, l'homme de théâtre, raconte des histoires, l'historien aussi. Qu'est-ce que ça signifie pour vous que de raconter une histoire de façon un peu performative aussi? Qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça met en ordre quand on raconte une histoire en tant qu'historien? À ses étudiants, au public? Peut-être à vous-même, aux étudiants, au public. Au public, voilà, c'est... Bon. Non, la première chose qui est importante, c'est de dire, voilà, l'histoire, c'est pas quelque chose qui surplombe, hein, l'histoire. Elle est importante parce qu'on fait l'histoire. Et l'histoire, elle a aussi, alors, on l'oublie, hein, mais elle a aussi un pouvoir d'action. Alors, peut-être à long terme, alors qu'un spectacle, ça peut jouer sur le temps présent, l'homme politique aussi, mais l'histoire, elle a cette vocation long terme. Et juste là, peut-être pour finir, voilà, cette histoire du colonialisme et de l'esclavagisme et de l'esclavage, elle était taboue il y a 20 ans. On n'en parlait pas. L'histoire, c'était plutôt l'histoire du grand récit national, l'histoire des grands hommes, avec une chronologie qui était fixe là pour toujours. Et progressivement, alors cette histoire, qui est une histoire des 95% de ceux qui ne faisaient pas partie de l'histoire, à la fois les paysans, les femmes, ensuite les esclaves, elle est entrée, vous voyez, dans quelque chose d'une normalité. C'est-à-dire qu'on raconte l'histoire avec ces acteurs-là aussi. Voilà, moi c'est, je crois, le pouvoir de l'histoire, c'est de dire, par petites touches, vous voyez, sans faire de révolution, le fait est que, évidemment, ça entre dans le cours de l'histoire normale. Et donc, ce qui était tabou il y a 20 ans, et donc c'est un temps court pour l'histoire, n'est plus du tout aujourd'hui. Et il suffit d'ouvrir un manuel scolaire au Portugal, mais aussi en France ou ailleurs, pour voir que cette histoire, alors sans révolution, vous voyez, sans qu'il y ait de choc, elle est entrée dans l'histoire d'une forme de normalité. C'est-à-dire qu'elle est là, et on sait qu'elle existe. Et donc ensuite, voilà, c'est un travail qu'il faut recommencer sans cesse, hein, parce qu'on peut revenir en arrière, à partir du moment où les frontières se referment, à partir du moment où on revient sur un discours qui exclut plutôt que d'ouverture. Mais le cours de l'histoire, il est là. Et donc, quand on est historien, je crois que c'est toujours valorisant de se dire que, voilà, on n'est pas là pour, vous voyez, prêcher un discours politique face aux étudiants, on est là pour montrer la complexité de l'histoire, et au bout d'un moment, les étudiants l'intègrent, cette complexité, puisqu'il n'y a qu'à voir, quand on va dans une librairie, les ouvrages qui sortent aujourd'hui, les titres ne sont plus du tout les mêmes. On n'est plus du tout en train de passer des structures ou de l'identité nationale. Aujourd'hui, on parle sur les sentiments, sur les émotions, il y a tout un tas de livres, il n'y a qu'à voir les titres des ouvrages, un peu comme dans les romans, et un peu comme dans les spectacles, on va vers de l'histoire de l'intime, de l'émotion, et ça s'impose, voilà, en histoire avec un autre rythme, qui n'est pas le rythme du jour d'après, qui n'est pas le rythme du politique, on est toujours dans la minute d'après, presque. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà.
C'est là où l'histoire et le théâtre se rejoignent, avec peut-être Jean-Pierre Vernant, que je citerai pour finir. Je redis, peut-être, et sans doute moins bien, les mots que vous citez à la fin du spectacle. Jean-Pierre Vernant donc, dit dans un ouvrage « Mythes et tragédies en Grèce ancienne », paru en 1872, « Quand il veut, à la façon d'Oedipe, mener jusqu'au bout l'enquête sur ce qu'il est, l'homme se découvre énigmatique, sans consistance ni domaine qui lui soit propre, sans point d'attache fixe, sans essence définie, oscillant entre l'égal à Dieu et l'égal à rien. Sa vraie grandeur consiste dans cela même qui exprime sa nature d'énigme, l'interrogation. » Alors sur ces beaux mots de Jean-Pierre Vernant, il me reste à vous remercier, Victor, Antonio, et puis vous pour votre présence. Merci à tous.